Hello les amis, nous sommes le lundi 16 novembre 2020 et on ne parle que du film Hold Up. On en parle partout, c'est arrivé en Italie. C'est un truc de fou, un truc de fou. Bravo, bravo, moi je suis très content. Alors je sais, hein, vous êtes nombreux à m'envoyer des liens, on dit du mal de toi là, on dit du mal de toi là, mais aussi de tous ceux qui étaient présents sur le film. Mais moi, je m'en fous. Mais vous saviez, mais à quel point je m'en fiche, c'est juste incroyable. Surtout, ne me citez pas un truc là, Conspiracy Watch. Oh, et les gens qui pourraient penser, ah, Conspiracy Watch, ça devient la référence, vous savez. Conspiracy Watch a dit, Conspiracy Watch a dit. Mais Conspiracy Watch, c'est, il faut les gars, tous les médias là, faut faire un petit peu des recherches. C'est une personne, d'accord. Donc, financé par les ONG de Soros, hein, évidemment. Donc, laissez tomber, quoi. Ça m'intéresse pas du tout ce que ce nain de jardin a à dire sur qui que ce soit, quoi. Hein. Il passerait sur ma chaîne, parler de sujets, il serait ridiculisé. Donc, vous inquiétez pas pour ça, vous inquiétez pas. Il faut juste les laisser rager entre eux, d'accord. M'attaque sur la Lune. Wow, j'ai fait une émission, vous savez, en pensant, en disant que la Lune a de fortes probabilités qu'elle soit creuse. Alors, imaginez pas creuse avec un trou dedans et puis tout est creux. Mais en fait, ces gens-là, ils pensent tout savoir, parce que si vous allez dans la rue, vous demandez à 100 personnes, au fait, la Lune s'est créée comment? Ben, ils vont tous vous sortir les théories, c'est quelque chose qui a foncé dans la Terre, ça s'est séparé, ou alors ça s'est mélangé. Mais en fait, ils en savent rien. Ils n'ont jamais vraiment étudié le problème, mais ils savent tout. Mais ça, c'est depuis, ça je vous le dis maintenant, moi j'ai tellement l'habitude depuis le temps que je fais des émissions. Il y a des gens comme ça, mais ça a toujours été la même chose dans toutes les époques de l'histoire. Il y a toujours ceux qui savaient tout. Hein. Il y avait l'Inquisition, brûlait au bûcher ceux qui ne pensaient pas comme la majorité. Il y a toujours des personnes qui ont été comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? C'est ainsi, il y a des omniscients. Vous pouvez traiter n'importe quel sujet, eux savent. C'est un truc de fou. Euh, moi, je l'ai toujours constaté dans les émissions que j'ai fait sur différents sujets. Je trouvais toujours des personnes qui savaient tout sur tout. C'est incroyable, sans avoir fait d'études. Hein. Alors, je vais quand même vous donner quand même quelques... parce que moi, c'est facile. Sylvano Trotta, complotiste, crétin, idiot... Irving Shapiro, c'est un astrophysicien très célèbre qui dirigeait le centre d'astrophysique de Harvard Smithsonian. Et il disait à propos de la Lune, la meilleure explication possible pour la Lune est une erreur d'observation. La Lune n'existe pas. Alors évidemment, pas dans le sens la Lune n'existe pas, elle n'est pas là, que mathématiquement c'est pas possible. La Lune est plus grande qu'elle ne devrait l'être. Apparemment plus vieille qu'elle ne devrait l'être. Beaucoup plus légère en masse qu'elle ne devrait l'être. Elle occupe une orbite improbable et est si extraordinaire que toutes les explications existantes de sa présence sont truffées de difficultés, dont aucune ne peut être considérée comme étanche à distance. Alors évidemment, personne n'a traité Erwin Shapiro de fada, de fou furieux, de complotiste, ou je sais pas trop quoi ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait une émission sur la Lune à ce sujet-là, et je vais en refaire une autre puisque j'ai fait un sondage sur Twitter. Et vous êtes 80... Et sur à peu près 4200 votants, vous êtes 87% à m'avoir répondu à la question « Est-ce que vous voulez une autre émission sur la Lune ?» Et vous m'avez dit « Oui, voilà, je vous la ferai. » Donc, laissez tomber tous ceux qui bavent, parce que ils n'apportent rien du tout au débat. Et par contre, ça touche d'autres personnes qui ne sont pas habituées, hélas comme moi, parce que ça devient de plus en plus violent. On le voit aux États-Unis avec les Antifa et les BLM qui sont dans l'ultra-violence sans que ce soit dénigré par Joe Biden, qui devrait le faire, s'empresser de le faire. Hein. On a vu quand même des images assez dingues de vieilles personnes tabassées par ces BLM, de jeunes enfants tabassés par ces BLM, et on leur pardonne tout, c'est complètement ignoble. En France, devant cette telle violence, de plus en plus de personnes reçoivent des menaces. Des menaces, soit sont traitées de mots de complotistes. Ce mot n'est pas anodin. Ce mot n'est pas anodin. Écoutez ce que Alexandra Henrion-Codet en pense aujourd'hui chez Berkoff Sud Radio.
Je suis obligée de revenir d'entrée de jeu, excusez-moi. Oui, Déjà pour vous déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt dans tout ce que je vais dire. Et ça me semble quand même très important Bien de sûr. toujours le Vous repréciser. n'avez pas de lien avec des Je laboratoires. n'ai aucun lien avec aucun laboratoire et aucun lien qui finalement me donnerait l'obligation d'une reconnaissance. En revanche, je suis extraordinairement choquée, bouleversée, émue par rapport au fait que on nous traite, que je suis traitée de complotiste. C'est très grave. Il n'y a qu'à lire la théorie des complots de Michael Mussolino pour les nuls et de comprendre ce qu'il y a derrière le mot complot. La dernière fois que des gens se sont fait accuser de complot, c'était en 1946. C'était au procès de Nuremberg. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour moi d'être traité de complotiste. C'est au-delà de l'ignominie, c'est au-delà de la diffamation. C'est juste intolérable d'employer ce mot sans connaître l'histoire. Donc effectivement, en plus, en l'occurrence, c'est un sujet un peu personnel au niveau de mes ancêtres qui se sont battus pour justement défaire toutes ces ignominies. Alors cet amalgame est juste insupportable. Donc déjà, ça me semble vraiment... Ne prononcez plus ce mot devant moi. Déjà, je remercie Alexandra d'avoir précisé qu'elle n'avait aucun conflit d'intérêt. Et je demande aux médias mainstream de demander à tous leurs intervenants qui passent en boucle sur leur plateau télé, de leur demander quels sont leurs conflits d'intérêt. Parce que s'ils répondent rien, nous, on balancera la vidéo où ils répondent rien avec leurs conflits d'intérêt. Parce que la majorité de ceux qui passent sur vos plateaux de télé ont des conflits d'intérêt énormes avec Big Pharma. Alors maintenant, cette facétie suffit, quoi. Demandez au début les conflits d'intérêt. Parce qu'une personne ne peut pas être crédible quand vous l'interrogez si elle a des conflits d'intérêt avec Big Pharma. Si elle est financée par Big Pharma et qu'elle vous dit que le vaccin, il faut se vacciner, elle n'a aucune crédibilité. Donc ça, faites votre boulot. Voilà. Et alors, pour le mot complotiste, mais ça va au-delà. Là, vous avez, par exemple, Alain Hooper, qui a aussi été sur le film Hold Up, qui a été obligé de déposer plainte parce qu'il a reçu des menaces énormes d'un Sonic Urtican. Sonic Urtican, moi aussi j'ai eu affaire sur ce faux pseudo. Alors c'est des lâches, ils utilisent des faux pseudos, et ils pensent parce qu'ils utilisent des faux pseudos qui sont protégés. C'est juste des lâches. Ils n'utilisent pas Silvano Trotta, le vrai nom, le vrai prénom, la vraie adresse, vous savez où me trouver, les vrais emails. Non, c'est des lâches. Mais c'est pas grave parce que on les retrouvera et aujourd'hui, n'hésitez pas quand vous êtes, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous êtes harcelés, cyberharcelés. Vous pouvez déposer plainte en ligne, cyberharcèlement, déposer plainte en ligne par cyberharcèlement. Même si c'est un faux pseudo, vous inquiétez pas, on le retrouve aisément. Déposer plainte, c'est de l'argent facile à gagner, il n'y a aucun souci là-dessus, et la personne est condamnée. Et quand c'est grave, comme là, elle sera condamnée, ça sera rentré dans son casier judiciaire, et ça sera dans son casier judiciaire. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne pensez pas parce que c'est un faux pseudo que la police ne peut rien faire. On remonte ça aisément, très aisément. Et là, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Il faut cesser ça, et j'ai entendu que l'UHU Méditerranée avait décidé de déposer plainte, elle aussi. Alors c'est faux, niel, hein. C'est soi-disant debunker payé par Soros et compagnie. On dit que non, il n'y a pas le Rivotril. Non, attendez, vous rigolez ou quoi? Mais franchement, vous êtes des menteurs hallucinants. Le décret a été signé fin mars par Édouard Philippe et Olivier Véran. Il suffit de faire 2 secondes de recherche pour savoir qu'ils ont autorisé les médecins généralistes à injecter du Rivotril aux personnes âgées dans les EHPAD atteintes de Covid qui étaient interdites de se rendre dans les CHU par un autre décret signé par Olivier Véran et Édouard Philippe pour les euthanasier. D'accord? Donc ici, vous avez le professeur Paul Trouillas sur son Facebook qui fait une nouvelle demande capitale, appel aux familles des victimes d'une sédation profonde et continue jusqu'à décès par injection de Rivotril dans le cadre de la Covid-19. Au mois d'août dernier, moi-même et Maître Benagès avons porté plainte contre le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran devant la Cour de justice de la République pour homicide involontaire, mise en danger délibéré de la
personne d'autrui, non-assistance à personne en danger. Dans cette plainte, nous avons exposé que la publication des décrets, ils sont là, préconisant les Rivotril, Clonazepam injectables pour la prise en charge des patients atteints par le virus Covid-19 et permettait en réalité de perpétrer des euthanasies actives de ces personnes. En cela, il y avait violation des dispositions légales encadrant les conditions d'une sédation profonde jusqu'au décès. En particulier, les familles pouvaient ne pas être consultées. La Cour de justice de la République vient de nous informer que notre plainte n'est pas recevable malgré nos qualifications médicales et juridiques. Elle indique que les plaignants ne justifient pas d'un lien avec les personnes qui seraient décédées dans les conditions exposées par la plainte. Ainsi, la Cour de justice demande que nous représentions les ayants droit des malades de la Covid-19 victimes d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès suite à une injection de Rivotril. Dès lors, pour que notre combat devant la CJR puisse continuer, nous appelons les familles de patients Covid-19 victimes d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès suite à une injection de Rivotril à se faire connaître. Nous pourrons ainsi les représenter et déposer une nouvelle plainte devant la Cour de justice de la République. N'hésitez pas à me contacter sur Messenger ou mon email, vous pouvez faire un screenshot, paultrouillas@wanadoo.fr, ainsi que maître Thomas Benagès via Facebook, si vous avez eu la douleur de perdre un proche, malade de la Covid-19 suite à une injection de Rivotril. Moi je trouve quand même extraordinaire que la Cour de justice française demande des témoins, alors que le décret, il est signé et paru au journal officiel. Vous pensez que le Rivotril, il sert à quoi ? Vous le savez peut-être pas, parce qu'en plus, la difficulté, c'est que les familles étaient tenues à l'écart, bien à l'écart des EHPAD, quand tout ça se passait. Mais, si jamais vous avez les coordonnées de Paul Trouillas, allez-y. On doit mettre ces gens-là en prison. Allez-y. Alors, dans la rubrique Conspiracy Watch raconte des conneries, des fake news, ainsi que Libé et Le Monde, vous avez ah non, parce qu'il y a quelque chose dans Hold Up qui est un petit peu déjà il y a eu beaucoup d'intervenants, donc ça veut pas dire que parce que tout le monde est présent dans ce film que, je sais pas, il y a eu 60-70 intervenants, je les ai pas comptés. Ça veut pas dire que chaque intervenant est d'accord avec ce que raconte l'autre, mais il y a quand même une liberté fondamentale, c'est qu'on respecte des idées des autres, on les écoute. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, ça je vous le répète, depuis des années. Et donc ils attaquent sur le fait qu'il y en a qui pensent que ce virus n'a pas été issu d'un pangolin mordu par une chauve-souris. Quand même, aujourd'hui même, il y avait des articles de journaux, il y a encore peu de temps, qui commençaient à dire « Oui, mais alors si ce virus est sorti d'un laboratoire ?» Non mais sincèrement, les benets, là, vous pensez quoi? Que dans les laboratoires P4 militaires, on y fait quoi? D'abord, ils sont P4 militaires. Vous avez les armes nucléaires, ça tue pas les armes nucléaires? Si, ça tue. Vous avez les armes chimiques, ça tue pas les armes chimiques? Si, ça tue. Et vous avez les armes bactériologiques. C'est fait pourquoi, les armes bactériologiques? Pour vous chatouiller, pour vous faire rire ou pour tuer? À mon avis, pour tuer. Et qu'est-ce qu'on étudie dans les laboratoires P4 militaire biologique, des virus pour tuer l'ennemi. D'accord? C'est vachement mieux que le nucléaire, parce que le nucléaire, vous balancez une bombe nucléaire dans un pays, bah oui, il n'y a plus personne, mais vous pouvez pas non plus l'avoir, parce qu'il sera radioactif. Une arme biologique dont vous avez le vaccin, c'est génial, quoi. Et donc, il faut vraiment sortir de l'ornière, surtout que vous avez même sur Wikipédia, le repère des fake news, dit qu'en 2003, 3 employés de Pfizer sont contaminés par un virus créé par les laboratoires de la société. Ah non, c'est pas vrai, ils ont créé un virus? Oh là là. La société reconnaît les faits, mais Becky McLean, une des employées contaminées, développe des symptômes plus graves que ses collègues. Elle se révolte et critique ouvertement les méthodes de Pfizer. C'est dans Wikipédia. C'est Stalek qui a trouvé ça. Abonnez-vous à son Twitter, Stalek, il est extraordinaire. Attendez, mais vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Qu'on fait quoi dans des laboratoires P4? Franchement. Et il continue à raconter des conneries. Conspiracy Watch égale fake news. Et il vérifie rien en plus, ces mecs-là. C'est ça. Enfin, ce mec-là, il est tout seul, le pauvre. Et donc, contre ce virus, peut-être construit par l'homme, je ne sais pas, je suis Sylvain Autre, j'écoute Luc Montagnier, prix Nobel quand même, j'écoute Alexandra Orion-Codé, généticienne, j'en écoute plein d'autres qui disent oui, c'est possible, il y a une possibilité. Ce virus a été créé par l'homme, c'est pas un truc, oh là là, comment ça, on crée des virus? Non mais attendez, c'est leur métier à tous les jours. Et donc, on voudrait faire un vaccin contre un virus créé. Un vaccin à quoi? À ARN. Waouh! Un vaccin ARN qui n'a jamais été fait.
Alors, on est au mois de mi-novembre, là, ça fait depuis mars qu'on fait des études sur l'hydroxychloroquine, un médicament qui a été mangé des milliards de fois par des humains sur Terre, qui était en vente libre jusqu'au début de l'année, et on n'a pas fini les études, et là, vous avez des politiciens qui n'y connaissent rien, qui viennent sur les plateaux télé. Ah oui, je crois que le vaccin il devrait être obligatoire. Mais fermez vos gueules, restez chez vous, quoi. C'est là, vous êtes la honte de la nation, vous y connaissez rien, vous savez pas ce que c'est un vaccin ARN, il a jamais été fait, et vous venez dire qu'il faut qu'il le rende obligatoire. Mais prenez-le, montrez l'exemple. Vous êtes un politique, vous devez être là pour montrer l'exemple. Vous le prenez. Mais attention, hein, certifié, hein, parce qu'il y a déjà des politiques qui ont fait ça, mais on s'est aperçu après qu'il n'y avait rien dans la seringue, et après on l'a découvert, on a dit «Ah oui, mais c'est parce que en fait c'était pour la télé». Ouais, non. Le camion de chez Pfizer, de chez Moderna surtout, il vient, on sort les seringues et on vous vaccine. Voilà, et vous nous montrez l'exemple, puisque vous êtes si sûr de ça, vous voulez qu'on vous rende la vaccination obligatoire. D'abord vous, je vous en prie. Hein. Il y en aura très peu au départ, donc on vous laisse le prendre en premier. Et donc ils sont tellement sûrs d'eux que quand même la première chose que font ces industries pharmaceutiques, c'est se dédouaner. Hein, s'il y a des morts, comme par exemple en ce moment en Corée du Sud, on a dépassé hier dans le silence assourdissant des médias 100 morts pour le vaccin contre la grippe, qui n'existe pas, qui a été éradiqué, je ne sais pas pourquoi ils se vaccinent contre la grippe, les pauvres. On va écouter ce que dit Michel Rivasi, qui est au Parlement européen. Juste pour préciser, Michel Rivasi, 1,4 milliard de doses de vaccins commandées par l'Union européenne, Pfizer 300 millions, AstraZeneca 400 millions, Johnson & Johnson 400 millions et Sanofi 300 millions de doses. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, dites-moi... Bon, eh bien, on ne sait pas combien ont reçu chacun. On ne sait pas quel est le coût des vaccins. Quel est le coût de revient de chaque vaccin. Vous voyez, parce qu'un vaccin, si vous l'achetez à 5 € ou si vous l'achetez à 20 € ou à 40 €, vous voyez, ça a quand même des répercussions pour la suite. Et en plus, on ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors, les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire, si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien, c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez que c'est très la important. France va être jugée partie. Pardon, oui, non, mais ça, c'est très important. Vous voulez dire qu'un règlement est passé, que le laboratoire ou les laboratoires ne sont pas responsables des effets secondaires ou des dommages collatéraux? En aucun cas? Eh ben, c'est normalement écrit dans le contrat, mais on ne veut pas nous le donner. Ah oui. On a des doutes parce qu'on a eu la Direction générale de la santé qui a dit c'est le pays qui achète les vaccins qui sera responsable des effets secondaires. D'accord. Mais je veux le voir écrit parce que c'est quand même important pour les Français de se dire si la France achète de l'AstraZeneca ou du Pfizer, eh bien ça va être la France qui va être responsable des effets secondaires. Absolument. D'où le fait de monter après des centres de pharmacovigilance, vous voyez, pour le vérifier. Et puis pour voir si vraiment ces effets secondaires sont dus au vaccin. Et il y aura une espèce de conflit d'intérêts, vous voyez, entre la France et les patients. Parce que plus il y aura des patients qui seront malades, plus la France fera tout pour ne pas montrer le lien entre la vaccination et les effets secondaires. Déjà, ce qui devrait vous alerter dans ce que Michel Rivasi a dit, c'est que les laboratoires ne veulent pas entendre parler d'effets secondaires, parce qu'il y en a, parce qu'ils douillent. Aux États-Unis, ils douillent. Robert Kennedy Jr. les a fait douiller 4,5 milliards de dollars devant les tribunaux. 4,5 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup des effets secondaires. Ils n'ont pas envie de payer aussi, ils n'en ont plus envie. Donc maintenant ils disent on vous donne les vaccins, hein, mais les effets secondaires c'est vous qui gérez. Donc les pays avec le Covid, oh là 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 là, la population, il faut faire quelque chose. Ben, ils signent des chèques en blanc. Mais au final, qu'est-ce que vous en avez à péter, vous, que le chèque en blanc il a été signé quand vous avez des effets secondaires que vous vous retrouvez sur une chaise roulante le restant de votre vie. Donc, il faut arrêter. Ils font des tests sur combien de personnes? Vous savez sur combien de personnes ils font des tests? Mais c'est ridicule. C'est un truc de ridicule. Mais pourquoi en plus? Pourquoi? Pour le Covid? Écoutons le professeur Raoult. Pour le vaccin, je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre opinion, mais ça arrive assez souvent. Ce que je fais, ma manière d'analyser les choses, c'est quand on veut regarder les chances d'aboutir à ce que nous appelons la valeur prédictive,
on regarde le nombre de fois où une hypothèse a été réalisée. Ouais. Le nombre de fois où, sur les 30 dernières années, sur une maladie émergente, on a réussi à faire un vaccin commercialisé, si vous voulez mon avis, il est tellement faible que la chance que cette fois-là se réalise, c'est possible. Mais c'est très difficile pour une raison, c'est que maintenant qu'on évalue la mortalité de cette maladie, on voit que la mortalité de cette maladie est très faible. Ça veut dire que pour qu'un vaccin soit fiable et acceptable, il faudra le tester chez plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes pour que le bénéfice soit supérieur au risque. Quand il y a un risque très faible, c'est ce qui se passe. Bien sûr. Et puis par ailleurs, va se poser le même problème qu'on a contre la grippe, c'est que les gens qui meurent du Covid sont des gens qui sont âgés, et malheureusement, ces gens ont une très mauvaise réponse immunitaire. Si vous vaccinez des gens qui ont 80 ou 85 ans, hélas, pour la grippe, ça marche très très mal. Donc il faudrait vacciner les jeunes, et comme les jeunes ne mourront pas de ça, pour les vacciner, il faut être sûr que vous êtes absolument sans risque, donc avoir une population testée qui soit considérable. Tout ça, ça veut dire que l'idée qui est propagée qu'on va avoir très vite un vaccin qu'on va pouvoir mettre sur le marché ne correspond pas, de mon point de vue, à une réalité scientifique et médicale. Et cet avis est partagé par de nombreux médecins, de nombreux scientifiques. De plus, vous voyez, maintenant c'est la course à l'échalote. Pfizer annonce un vaccin à 90% fiable. Tout le monde crie bravo, mais on voit qu'il faut qu'il soit conservé à moins 80 degrés. Vaccin à ARN. Donc tout le monde tape sur ah, mais un problème avec les moins 80 degrés. Véran s'empresse d'aller acheter des super congélateurs à 50 pour toute la France. Bien. Ensuite, les Russes annoncent leur vaccin, à adénovirus affaibli, donc virus du rhume affaibli, efficace à 92%. Mais là, chut, personne n'en parle. Chut. Ah non, celui-là, rhume, non. On veut le vaccin ARN, nous. Mais attends, il est à 92%. Ah ouais, mais non. On veut le vaccin ARN. Donc Moderna, Bill Gates vient d'annoncer un vaccin à 94,5%. Hein. Il bat le russe. Il est ARN. Il s'appelle Bill Gates. Et en plus, il se conserve à 8 degrés. Fantastique. Mais ils sont trop forts. Mais ça concerne qui va s'injecter cette merde de vaccin de Bill Gates, quoi. Bill, toi en premier, vas-y, je t'en prie, tes enfants, parce que tu les vaccines pas. Il faudrait que tu aussi nous expliques pourquoi tu vaccines pas tes enfants, même si les débunkers à 2 balles disent que c'est pas vrai. Tu l'as dit. Donc, d'ailleurs, on va regarder comment tes enfants se vaccinent à ça, hein, et toute ta famille. Et donc, un vaccin ARN, c'est vraiment sans danger? Vous êtes sûr? Mais vraiment sûr? Il y a déjà un problème de vaccination, vaccins développés sur le MERS, sur le SRAS, sur les VRS, qui n'ont jamais abouti. Pourquoi ils n'ont jamais abouti? Sur le sida non plus d'ailleurs. Et sur le sida non plus, vous avez raison. Plus, oui. Et pourquoi ils n'ont jamais abouti? C'est parce que, alors pour le sida je ne sais pas, mais sur SARS, MERS et VRS définitivement, c'est parce qu'ils sont à risque de développer un emballement de votre système immunitaire au niveau de la réponse de la production d'anticorps. Et c'est pour cela qu'en fait, ça a pris 12 ans pour les développer et qu'au final, ils n'ont jamais été approuvés. Là, Mais là, avec Pfizer, il dit qu'il a essayé, non, juste pour sur 30 000 personnes, enfin, ils ont... Donc voilà, il parle de 90% d'efficacité, il faut le comprendre. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris en gros 40 000 individus, et que sur ces 40 000, il n'y en a que 94 qui ont été infectés. Ça semble pas beaucoup, hein, quand même. Quand on voit tout ça, on se dit quand même tout ça pour ça. Bon, qu'importe. En tout cas, ils ont eu la chance d'avoir 94 infectés. Et sur ces 94, effectivement, ils ont pu démontrer qu'il y avait 90% d'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une réponse de production d'anticorps et voilà, positive. Alors, c'est dérangeant parce que la réponse à ces SARS, MERS, elle met en jeu non seulement possiblement la production d'anticorps quand vous avez une forme sévère, mais aussi l'immunité cellulaire, c'est-à-dire simplement une réponse qui ne va pas forcément déboucher sur la production d'anticorps. Donc on voit bien là que finalement il y a peut-être une question à se poser, et d'ailleurs des scientifiques se la posent. Hein. Je vous ai parlé de cet article fantastique qui dit il faut faire du consentement informé du risque d'emballement du système d'anticorps. En fait, vaccin très très bien, mais il faut être informé, il faut être vigilant, il faut qu'ils nous disent tout. Avant de, oui, et puis qui dit ARN dit quand même modification épigénétique potentielle, c'est-à-dire transmissible de génération en génération. Vous avez entendu la fin? De génération en génération.
Bah, moi, si vous avez, si je préfère avoir le Covid, hein. Merci. Si je l'ai, j'irai chez le professeur Raoult me faire soigner. Euh, Prenez de la vitamine C, de la vitamine D, ça ira bien, vous l'aurez pas. Faites attention aux personnes âgées. Faites attention à ceux qui sont diabétiques, d'hypertension. Vous savez que c'est quelque chose. Achetez-vous l'oxymètre à 20 euros pour surveiller votre oxygène si vous êtes hypochondriaque. Hein. En dessous de 94, il faut vous inquiéter pour cent. Et donc là, je pense qu'ils vont essayer de passer en force par la Commission européenne pour nous vacciner. Alors vous allez dire, ah oui, mais c'est la Commission européenne qui l'a dit. Ils n'ont jamais fait de conneries, la Commission européenne. Bah, attendez, l'épisode du Remdesivir, vous l'avez oublié, parce qu'ils ont acheté avec nos impôts, nos taxes, des millions et des centaines de millions d'euros du Remdesivir qui ne sert à rien. Et maintenant, ils achètent des centaines de millions d'euros du vaccin, qui certainement ne servira à rien non plus. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu 2 contrats signés. Un premier en juillet. Oui. En juillet 2020, où on a commandé plus de 70 000 doses. Je vous signale, une dose de Remdesivir, c'est autour de 3 000 euros. Et c'est en intraveineuse. Et puis après, la Commission européenne a signé un deuxième contrat, c'était le 8 octobre, Oui. pour 500 000 doses. Et l'évaluation qui a été donnée, c'était, d'un point de vue financier, 1,2 milliard. Donc c'est énorme. Oui. Mais en même temps, oui. l'OMS avait fait une étude qu'on appelle Recovery, ou Solidarité, pardon, et qui avait montré que le Remdesivir n'apportait aucune valeur ajoutée, et notamment sur la mortalité, et qu'en plus, il pouvait y avoir des effets secondaires importants. Oui. Alors moi, je demande à la Commission européenne, comment se fait-il que quand l'OMS a interpellé Gilead, il les a interpellés exactement, c'était le 23 septembre, pour leur dire que leurs médicaments ne marchaient pas. Pourquoi la Commission européenne a commandé autant de doses? Et elle les a commandées quand? 1,2 milliard de doses, c'est énorme. Mais c'est énorme. Et elle les a commandées après la recommandation de l'OMS. Elle les a. Il faut vous dire que le 23 septembre, c'est l'OMS qui a informé Gilead que son médicament ne marchait pas. D'accord. Le 8 octobre, la Commission commande pour 1,2 milliard de doses. Oui. Et le 9 octobre, donc un jour après, la Commission a été informée par l'OMS que son étude ne marchait pas. Donc je leur ai dit, il y a un vice de forme. Si vous n'avez pas été informé avant, au niveau de la Commission européenne, moi je demande à ce que Gilead vous rembourse. C'est comme s'il y avait un vice de forme. Parce que commander autant de médicaments, sachant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et qu'en plus il peut y avoir des effets secondaires, je ne vois pas que vraiment quel est l'intérêt. Et d'où, vous voyez, moi je lutte vis-à-vis de ce Covid sur la transparence au niveau de la Commission européenne. Parce que comme vous l'avez dit, on donne des milliards et on n'a pas le détail. C'est de l'argent public, c'est l'argent des citoyens européens. Comment se fait-il qu'on nous réponde quand on demande le détail? C'est secret d'affaires. Vous l'aurez compris, Philippe de Villiers l'avait bien expliqué, les lobbies de Big Pharma infestent complètement cette Commission européenne, ce Parlement européen, mais infestent. Et ils s'en foutent. Eux, c'est vendre avec nos impôts et nos taxes. Nous, on finance. Et le reste, on s'en fout. Remdesivir, ça marche pas, on s'en fout, pourvu qu'il y ait la commande, et nous, on touche notre bac chiche, quoi. Vaccin, touchons vite notre bac chiche. Faut arrêter. Vous voyez bien que ces gens-là sont des incompétents, notoires. Donc, vous voyez que ils avaient acheté du Remdesivir, ils voulaient vous injecter du Remdesivir, et qu'il est nocif. C'est pareil pour le vaccin, ils n'en savent rien du tout. Hein. Et donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que les politiques français sont tous à la rue, complètement, pas tous. Hein. J'ai quand même François Asselineau. J'avais voté pour François Asselineau en 2017, moi, au premier tour. Hein. Voté pour personne au deuxième, parce que Marine Le Pen ou Macron, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, vous vous en rendez compte maintenant, j'espère. Et donc François Asselineau qui dit « Avalanche de vaccins anti-Covid-19 », on nous a dit que l'hydroxychloroquine, connue depuis 70 ans, doit subir encore des tests double aveugle, randomisés, etc. Mais pour les vaccins, à peine sortis des labos, pas besoin de temps ni de tests, je suis le seul à trouver ça incroyable. Hélas, oui, alors réveillez-vous les autres politiques, peut-être aussi Florian Philippot, j'ai pas été voir, je voudrais pas non plus raconter des bêtises, mais les autres sont complètement à la rue, à la ramasse. À la rue, à la ramasse. Écrivez à vos députés, hein, qui se vaccinent eux, leur famille, hein, devant vos yeux, et ensuite vous irez, parce que c'est des barges. Et donc pour vous prouver tout ça, il y a quand même une étude scientifique qui est sortie, que je vous laisse dans les liens, Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Vous entendez bien?
Alors que nous avons les fake news check, là, les no fake made qui disent nous c'est la science, c'est la science. Suppression de la science. Quand la bonne science est supprimée par le complexe médico-politique, les gens meurent. C'est juste incroyable cette étude scientifique qui est parue dans The BMJ. Je vous conseille de la lire, elle est extraordinaire, je vous la laisse dans les liens. La politique tue, j'avais fait une émission qui disait la politique tue. Pendant ce temps-là, il y a aussi une autre étude qui est extraordinaire que je vous laisse dans les liens. Les données scientifiques recueillies dans des essais contrôlés, randomisés au cours de, tenez-vous bien, 60 dernières années pour le port du masque. Et le résultat ? Cela augmente le risque d'attraper une maladie respiratoire. Et cette étude a été faite sur des données sur 60 ans dans l'état du Maine aux États-Unis. Vous vous rendez compte ? Les données montrent que l'utilisation prolongée du masque facial augmente le risque de contracter une maladie respiratoire. Là aussi, pourquoi on nous impose des masques? Sur quelles données? Les juges, là, il faut vous réveiller. C'est pas parce que Olivier Véran, Boutboul et compagnie vous disent que le masque c'est bien, que c'est vrai. Non, il y a des études qui prouvent le contraire. Sinon, en Belgique, regardez ce qui se passe. Regardez quand on a fermé les restaurants et les bars, ça a monté. On a fermé les restaurants, les bars dans toute la Belgique, télétravail obligatoire, fermeture des universités, interdiction de recevoir plus de 4 personnes chez soi, couvre-feu à minuit, ça a monté. Couvre-feu à 22h en Wallonie, couvre-feu à 22h à Bruxelles, ça a monté. Début du confinement, et fermeture des commerces non essentiels, début des vacances scolaires, ça a descendu, et ça continue de descendre. Comme tout, c'est en cours. Hein. Donc là, on entend déjà Olivier Véran qui fait « vous avez vu, ça commence à descendre ?» Non, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec toi, quoi. Rien à voir avec toi, t'as juste tué l'économie. Et en plus, on entend ici, selon Le Point, les restaurants devraient rester fermés pour les fêtes, pour ne rouvrir que le 15 janvier, voire le 1er février. Si cette information se confirme, ce ne sera rien d'autre qu'un crime, qu'une mise à mort, faisant reculer ce gouvernement. On rappelle quand même que, petite place, c'est que la restauration traditionnelle, c'est 360 000 salariés, les hôtels-restaurants, c'est 172 000, la restauration collective, c'est 110 000. Je ne sais pas si vous avez fait la somme, ça va être un massacre à hockey choral, et c'est pas que ça, quoi, c'est... le massacre de centaines de milliers d'emplois. Il faut vraiment en être conscient, ce gouvernement est complètement à côté de la plaque. On est en Absurdistan avec lui. Hein. Et puis n'allez pas croire qu'il ne suit pas un plan, hein, parce qu'écoutez, Fauci, la créature de l'état profond, vient nous expliquer que même après le vaccin, les masques, les distanciations, etc. seront nécessaires. Si là vous n'avez pas compris, si vous avez envie de vivre en esclave pour ces pourris, moi, pas. Sinon, on voit le retour du professeur Combe, infectiologue, s'inquiète d'une augmentation vertigineuse du taux de dépression en France. Ben, putain, alors lui, il est venu sur les plateaux, c'était la catastrophe à chaque fois. Donc comme j'ai dit, comment dire, allez écouter lui depuis des mois, et surtout BFM, il y a de quoi. Mon remède, éteignez votre télé, éteignez-la, ou alors mettez-la sur des chaînes autres que ces chaînes d'information en continu. Ça ne sert à rien de les regarder. La preuve, je vous montre une preuve. Samedi dernier, à Leipzig, en Allemagne, il y avait 200 000 personnes dans les rues. 200 000 personnes dans les rues. Sans masque, sans distanciation sociale. Avec de la bière, avec des saucisses, avec de la bonne humeur, de la joie. Et il y aurait dû y avoir un énorme cluster. Mais il n'y a toujours pas de cluster. Comme toutes les manifestations qui ont lieu en Allemagne depuis... Mais, et il n'y a jamais de cluster, preuve que le masque ne sert à rien, que la distanciation sociale ne sert à rien, on a des études grandeur nature, là, des études grandeur nature. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Auf die Straße frei! Frei, frei, frei! 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 Auf die Straße frei!
ein bisschen Schmerz muss man ertragen. Für unsere Freiheit. Da brennt sie nieder. Liberté. Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden. Et oui, c'était à Leipzig, le 7-11 2020, il y a 9 jours. Maintenant, exactement, il n'y a pas eu de cluster, mais comme dans plein de villes allemandes où il y a ce genre de rassemblement, que dire de l'Italie qui est manifeste depuis maintenant 18 jours non-stop dans toutes les villes d'Italie. Donc vous voyez bien que c'est des fake news. Donc voilà, je vous laisse. Bravo l'Allemagne, bravo l'Italie. On attend la France, on attend la France. Alors je vous ai pas parlé de Trump ce soir parce que l'information, elle a eu tellement sur les États-Unis. Ce que je peux vous dire, c'est que des bonnes nouvelles, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Trump est largement le nouveau président US, enfin le nouveau, à nouveau président des US. Il n'y a aucun souci. Vous allez voir, ça va venir. Et là, vous vous apercevrez encore une fois de plus les médias fake news français et tous les autres. Allez, bye bye, bisous, courage. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Kleine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon.
schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr.